Bonjour à Bonjour à tous. tous. Bonjour Sylvain. Bonjour, bonjour à vous 2. Mais on est ravis d'avoir plusieurs personnes connectées. On est beaucoup, on est un peu plus de 100, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. On va attendre un petit moment parce que souvent les gens mettent un petit peu plus de temps à se connecter, donc on va attendre que tout le monde se connecte. Donc on va Sylvain Metto va donc vous présenter notre conférence en ligne Jordanie de Jerash la grecque à Petra l'Anapathéenne. Bonjour Christine, bonjour à tous. La conférence va commencer dans 2-3 minutes. Peut-être en attendant que tout le monde se connecte, une petite présentation rapide. Donc Mélanie, qui est à ma gauche, est l'une de nos conseillères voyage que vous pouvez avoir au téléphone quand vous faites une réservation à l'agence ou sur le site web, puisqu'elle s'occupe également des réservations en ligne. Et puis je suis Marion, donc la directrice marketing. Et donc on est ravis de vous avoir avec nous pour cet après-midi sur la Jordanie. Alors peut-être on va poser la question, est-ce qu'il y en a certains qui sont déjà partis en Jordanie ou c'est un voyage virtuel, un premier voyage virtuel pour tout le monde? Ah, je pense que Sylvain, vous avez des voyageurs qui vous connaissent, Ah, qui ont dû partir avec vous. Alors on va commencer. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation sur Sylvain Metto, qui est donc un conférencier intermède depuis de nombreuses années et qui accompagne plusieurs voyages et pas que la Jordanie, hein, de nombreux voyages. Et donc évidemment, il est titulaire d'un DEA en histoire de l'art, d'un DU en civilisation et langue iranienne. Et sur ce voyage en Jordanie, donc il est déjà évidemment allé en Jordanie et il a accompagné quelques voyages avec nous sur la Jordanie et il en accompagnera encore en 2024. Donc peut-être Sylvain, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre expérience dans les voyages et puis sur cette région qui est assez enivrante, qui est pleine de richesses? c'est une région qui est très, 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 très riche dans son passé, dans les sites que l'on voit et c'est ce que je vais essayer de faire partager à tout le monde, dans cette conférence. Voilà, j'espère pouvoir faire partager ça à tout le monde puisqu'on voit des sites assez On voit qu'il y a des exceptionnels, fans de très Jordanie. anciens. Pardon, pardon? On voit qu'il y a des fans de Jordanie. Christine qui Ah est oui, déjà allée 4 fois. Attention Sylvain, des gens passionnés, hein. passionné. D'accord, Donc, très bien, parfait. pour terminer sur les prochains départs pour la Jordanie, donc on a différents types de voyages. Donc il y a Jordanie la Voie Royale qui est un circuit culturel essentiel, c'est-à-dire qui passe par tous les éléments à ne pas manquer sur la Jordanie. C'est une très bonne entrée en matière pour un premier voyage. On a de nombreux départs, hein. C'est un des voyages qui plaît le plus sur la partie Jordanie parce qu'il est plutôt généraliste. Donc on a beaucoup de départs. Évidemment, la meilleure saison, c'est février à mai. Donc c'est là où on a le plus de départs. C'est un rythme 3 sur 5, donc c'est quand même un rythme qui est assez modéré. Donc on a de nombreux départs. Ensuite, on a la Jordanie, les maîtres du désert. C'est nos voyages qui sont avec un guide local francophone. Alors pour ceux qui sont un peu novices chez Intermed, donc Sylvain Metto lui accompagne des voyages en tant que guide conférencier. Et on a aussi des voyages qui sont avec des guides locaux francophones qui eux viennent, enfin vous retrouvent seulement sur place et vous partagent plutôt l'esprit sur place, alors que le guide conférencier va vous accompagner aussi avec des guides locaux francophones sur certains sites. Donc c'est des voyages qui sont peut-être un peu plus légers d'un point de vue culturel, mais qui approchent la destination d'une autre manière puisqu'on est avec des gens qui habitent sur place. Donc c'est plutôt une question de goût. Et on est encore sur un rythme qui est de 3 sur 5. On a un petit peu moins de départs, mais il y a beaucoup de départs qui sont garantis cette année. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Et enfin, la randonnée en Jordanie que Sylvain Metto accompagne justement en mars, qui est donc un voyage qui permet de passer sur tous les essentiels de la Jordanie, mais avec des itinéraires de randonnée pour vraiment apprécier la destination. Alors, c'est un rythme physique un peu plus élevé. Peut-être, Sylvain, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce voyage que vous allez accompagner en mars? La différence principale par rapport aux autres voyages que moi j'ai fait en Jordanie, c'est qu'on a la possibilité de marcher dans le désert du Wadi Rum. Dans les autres voyages, on va dans le désert du Wadi Rum, mais en 4x4, ce qui est très intéressant aussi. Mais là, on a la possibilité de marcher. Et il me semble que dans ce voyage-là, il y a aussi une nuit. On passe au moins une nuit dans le Wadi Rum, ce qui est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, je terminerai ma conférence sur le Wadi Rum et sur des visions, enfin des photos du Wadi Rum au lever du soleil. Donc, ce qui est exceptionnel dans ce voyage-là de randonnée, c'est qu'on peut dormir dans le Wadi Rum, ce qui ne se fait pas avec les autres voyages, à ma connaissance en tout cas. Voilà. Voilà. Et donc, la Jordanie en famille, c'est un voyage essentiel, c'est-à-dire qu'il passe par tous les gros points forts de la Jordanie. Il faut garder en tête que c'est un voyage qui est à destination des enfants. Donc, on a une conférencière qui est un peu spécialiste des voyages en famille. On va avoir des descriptions et
des éléments de contextualisation qui sont pour les enfants. On leur dit à partir de 7 ans, mais c'est plutôt à partir de 10 ans. C'est souvent des voyages un peu intergénérationnels. On a soit des parents-enfants, soit des grands-parents-enfants. Et c'est une destination qui plaît beaucoup parce qu'il y a le côté désert et puis c'est des paysages qui sont un peu à couper le souffle et c'est des très bons souvenirs souvent pour les petits enfants. Et donc le prochain départ est un départ à Pâques et après il n'y aura pas de départ jusqu'à la Toussaint parce que les saisons sont trop chaudes. Et enfin, la Jordanie de pierre et de sable, c'est notre circuit premium. Alors là également, vous allez dormir dans le désert. Vous dormez dans une bulle, donc c'est assez féerique et n'hésitez pas à aller regarder sur notre site pour voir un peu les photos de l'hôtel parce que c'est assez impressionnant. Vous dormez vraiment au milieu du désert et puis vous pouvez l'admirer toute la nuit, admirer les étoiles. Donc sans plus attendre, Sylvain, on vous donne la parole et puis Bien. vous pouvez à tout moment indiquer des questions dans le chat. Sylvain, il reviendra plutôt en fin de conférence afin qu'on puisse prendre toutes les questions, que ce soit sur les voyages, sur l'aspect géopolitique, etc. Peut-être deux points avant de vraiment vous donner la parole, Sylvain. C'est par rapport à le contexte actuel, parce qu'on a eu beaucoup de questions à l'agence sur comment ça se passe là-bas en ce moment, etc. Nous, on a beaucoup de groupes qui continuent de partir là-bas et ça se passe extrêmement bien. En plus, on bénéficie du fait qu'il y ait un petit peu moins de monde que d'habitude et du coup, les clients sont assez contents quand ils reviennent de l'expérience qu'ils ont eue. Sachez que nous, de toute façon, chez Intermed, on suit les recommandations du MAE et qu'on a à aucun moment, enfin, on partira pas s'il y a voilà, on prendra aucun risque. Donc, rassurez-vous, c'est une destination qui est magnifique, qui est très stable actuellement. On n'a eu aucun problème par le passé. Nos guides locaux aussi nous indiquent, dès qu'il y a un souci, ils nous préviennent. Donc on suit tout ça de très près. Je ne sais pas si vous avez une expérience particulière, Sylvain, sur. Ou par exemple, ce que je peux rajouter pour le côté sécurité, c'est que quand on est en Jordanie, on n'est pas, on va à Amman, on arrive à Amman et on part d'Amman, on va visiter la vieille ville d'Amman qui est au centre et qui est la partie omeyyade, mais en dehors d'Amman, on est sur des sites qui sont très peu habités, et donc on n'est pas au milieu de la foule, et donc là, j'ai regardé ce qu'indiquait le ministère des Affaires étrangères pour la Jordanie. Il ne déconseille pas le voyage, il est toujours conseillé. En fait, il ne déconseille pas la destination. Ils indiquent uniquement qu'il ne faut pas se retrouver au milieu d'une foule. C'est très rare dans un voyage qu'on se retrouve au milieu d'une foule. De toute manière, que ça se passe dans n'importe quel pays, on essaie d'être le moins possible au milieu d'une foule et on est très peu, on n'est que 2 jours à Amman peut-être sur toute la durée du voyage et jamais au milieu d'endroits où il y a des foules en fait. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Parfait, merci Sylvain. Bon, alors on vous laisse avec Sylvain pour découvrir donc cette conférence. Tout à l'heure. Merci à vous deux, merci. Au revoir. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, comme on vous l'a dit, je vais vous faire une conférence sur la Jordanie, une conférence sous forme de voyage au travers de ce territoire, de ce pays. Et je pense que vous aurez sûrement des questions à me poser. Je vous propose de poser les questions à la fin de la conférence. Ce sera peut-être plus facile pour moi de les voir, de les regrouper. Et je pourrais y répondre. Comment j'ai envisagé cette conférence? Ça va être une sorte de voyage chronologique sur ce territoire, sur ce pays, en voyant des sites culturels, des sites archéologiques, mais en même temps des sites géologiques. On va commencer avec un premier site géologique qui est la mer Morte, et on terminera avec un dernier site qui est celui du Wadi Rum, c'est-à-dire ce magnifique désert qui est au cœur de la Jordanie. On peut commencer tout de suite avec une carte de la Jordanie actuelle. Comme ça, vous voyez ces frontières. Alors, c'est un pays qui est assez paradoxal pour plein de choses différentes, mais l'un des paradoxes principaux, c'est que c'est un pays très jeune, puisqu'on peut considérer que le pays naît le 22 mars 1946, à la fin du mandat britannique. Et donc c'est le roi Abdallah qui va prendre l'indépendance de son pays.
et le pays peut naître, on peut considérer qu'il naît à ce moment-là. Donc c'est un pays à la fois très très jeune, mais qui possède des sites culturels qui sont les plus anciens au monde. Et donc je vous propose de faire un parcours au travers de ces sites, comme une sorte de voyage. On débutera avec le site d'Ain Ghazal, et puis après, au fur et à mesure, on va avancer dans le temps pour aller, par exemple, voir le site de Jerash, qui est un site grec, le site nabatéen de Pétra également, et puis après, on verra également d'autres sites, des sites qui sont typiques du monde musulman et qui s'appellent les châteaux du désert. Et puis ensuite, un site byzantin aussi, puisque le territoire de Jordanie a été marqué par le monde byzantin. Le monde byzantin, le monde musulman, les croisades, également un site qui porte les stigmates, si l'on veut, des croisades sur ce territoire, le site de Karak. Et donc, on va voir tout ça tous ensemble pendant ce parcours. Donc, quelques petits éléments d'information encore sur la Jordanie actuelle. C'est une monarchie, c'est le roi Abdallah II qui règne, dynastie hachémite. Très vieille dynastie, puisqu'on considère qu'en fait, c'est une dynastie qui descend de la lignée du prophète d'une manière un peu indirecte par l'arrière-grand-père du prophète Mahomet. Et je vous expliquerai à la fin de la conférence comment ils arrivent au pouvoir, comment cette dynastie arrive au pouvoir en Jordanie. Donc c'est le roi Abdallah II qui règne sur ce pays. Il est constitué de 11 millions d'habitants, dont 70% proviennent de territoires palestiniens, et ils ont fui pour venir en Jordanie. Et la surface totale du pays fait 90 000 km². 90 000 km² dit comme ça représente rien. En tout cas, pour moi, ça représente rien si je le compare à la France. Donc, 90 000 km² pour la Jordanie. La France, c'est 672 000 km². Vous voyez, donc on peut faire une différence de ce type-là. Je vous propose de ne pas commencer par un site culturel, mais plutôt de commencer par un site que l'on voit aussi quand on fait le voyage en Jordanie, quand on fait le voyage en Israël également, où on va sur ce site, c'est le site de la mer Morte. Cette mer Morte qui fascine un peu. Alors là, sur cette carte, vous ne la voyez pas beaucoup, la mer Morte. Cette carte, elle est faite pour vous déstabiliser un peu, mais elle est très intéressante. Sur la droite, vous avez la mer Méditerranée. Sur la gauche, vous avez le canal de Suez, tout en haut, d'accord. Au-dessus du canal de Suez, vous avez le Nil, d'accord. Donc à droite du Nil, vous avez l'Égypte qui est tout en haut, et vous avez le Caire qui est sur la droite. Ce triangle, c'est le Sinaï, et vous avez la mer Rouge, d'accord. La mer Rouge qui est sur la gauche. Là. Et donc le golfe d'Aqaba donne sur la mer Rouge. Et la mer Morte est cette toute petite tache que vous voyez au centre de l'image, au centre vers le bas de l'image. Donc c'est là où se situe la mer Morte. Au-dessus, actuellement, c'est Israël. Sur le côté droit de la mer Morte, il y a Jérusalem. Et puis au sud, pas au sud, mais en bas de la mer Morte, sur notre image, c'est la Jordanie. Donc je vais faire un petit agrandissement. Vous la voyez ici, là, la mer Morte sur votre droite. La mer Morte, que l'on peut appeler la mer de sel également. En hébreu, c'est la mer de sel qui est donnée comme dénomination. En arabe, c'est la mer de Lot. Sa surface approximative, elle fait 810 km², et elle est alimentée par le Jourdain. Sur la droite, vous voyez une rivière, un fleuve, ça dépend de son débit, qui s'écoule et qui remplit la mer Morte. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la mer Morte? Parce que son taux de salinité est très très important. Le taux de salinité de l'eau de mer en moyenne est de 2 à 4%. Et dans la mer Morte,
ce taux de salinité voisine à peu près les 28%. Donc ce qui fait presque 10 fois, 15 fois plus que le taux de salinité normal. Et donc peu d'organismes vivent dans cette mer. Il n'y a pas de poissons. Il y a des micro-organismes qui se sont habitués et qui peuvent y vivre. En 2011, on a trouvé des sources d'eau douce au fond de la mer Morte qui permettaient de l'alimenter. Donc il y a aussi des sources d'eau douce et des micro-organismes qui vivent au fond de la mer Morte grâce à ces sources d'eau douce. Et il faut savoir que depuis 1970, la mer Morte a perdu le tiers de sa superficie. Et donc, c'est une mer qui est en voie de dessèchement. Mais donc là, vous voyez l'évolution de la mer Morte depuis 1972 à 2011. Et ce bras de terre qui commence à apparaître et qui la sépare quasiment en deux maintenant. Ce que vous avez en bas des cartes, ce sont des bassins qui permettent de récupérer le sel de la mer Morte. Donc, la mer Morte perd de son eau à cause de multiples facteurs, hein, les facteurs de manque de pluie dû au changement climatique, mais aussi l'industrie qui puise de l'eau dans la mer Morte pour en récupérer le sel. Donc il y a tout un enjeu par rapport à la mer Morte qui est important et par rapport à son apport en eau. Mais il faut savoir qu'en fait, la mer Morte a eu des cycles de vie, et la mer Morte s'est déjà complètement asséchée il y a à peu près 120 000 ans. Donc tout ce lac, on peut dire, s'est déjà asséché il y a 120 000 ans entre deux périodes de glaciation. Et puis il a commencé, la mer Morte a commencé à se remplir à nouveau aux environs de 40 000 ans avant notre ère. Et puis elle diminue depuis. C'est un site très 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 intéressant à voir, hein. Ce site est très intéressant puisque il faut savoir aussi que on est en dessous, quand on est au niveau de la mer Morte, on est sur le point le plus bas du globe terrestre. Je connais plus exactement l'altitude, mais il me semble que c'est moins 340 mètres, quelque chose comme ça, sous le niveau de la mer. Donc la mer Morte est sous le niveau de la mer. Et d'ailleurs, il y a un changement de température qui se fait quand on arrive à la mer Morte, quand on est au-dessus, et quand on descend vers la mer Morte, un changement de température se produit, il fait beaucoup plus chaud. Là, vous voyez les bassins de décantation donc, qui sont au sud de la mer Morte et qui permettent de récupérer le sel. Bien entendu, quand on se baigne dans la mer Morte, eh bien, on flotte. Donc, il est conseillé dans cette mer de ne se baigner pas plus d'un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, on sort et on prend une douche parce que sinon, ça abîme un peu la peau. On peut très bien prendre une douche, attendre un peu, puis après, à nouveau se rebaigner. Il est conseillé de rester en position comme cette jeune dame, c'est-à-dire sur le dos. C'est la position de stabilité que l'on peut avoir dans cette mer, parce que si on est sur le ventre, et bien après, on est instable et on risque d'avoir de l'eau dans la bouche ou bien, plus grave, dans les yeux. Et là, il faut très vite se laver les yeux pour enlever cette acidité qu'il y a dans cette salinité qu'il y a dans la mer Morte. Mais c'est une expérience intéressante à vivre, hein, de se baigner dans la mer Morte. Et puis on a des paysages qui sont magnifiques. Là, vous voyez, ça c'est le genre de falaise que l'on peut avoir au niveau de la mer Morte. Ou bien c'est une sorte de plage avec du sel qui s'est cristallisé au bord. Voilà, ici par exemple, on voit, hein, des plages de sel en fait, hein, qui se sont cristallisées, que l'on peut ramasser. Alors voilà pour ce premier site géologique de la mer Morte. Et je vous propose d'entrer dans l'histoire de ce territoire de la Jordanie et dans la période la plus ancienne. Là, vous avez une carte. Je vais vous présenter plusieurs cartes dans cette conférence. Je vous donnerai les références du livre que j'ai utilisé, qui est un très très bon livre,
un atlas qui présente l'histoire d'un pays au travers des cartes. Là, cette carte montre les premiers campements et les premières villes qui ont été créées et les étapes de la période de sédentarisation. Donc, en bleu, vous avez les premières implantations sédentaires de 12 500 avant notre ère jusqu'à 9 000 ans avant notre ère. En vert, vous avez l'essor de l'agriculture, donc qui va de moins 10 000 à moins 1500 avant notre ère. En orange, l'essor de l'artisanat, de moins 7 000 à 4 000. Et en jaune, vous avez l'essor des villes. Pour voir, vous voyez l'essor des villes, c'est sûr, entre le Tigre et l'Euphrate, cet essor de villes. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit village, enfin comment dire, cette petite structure d'habitation qui va être créée et qui s'appelle Ain Ghazal. Donc vous avez un petit point bleu, Ain Ghazal, qui est dans l'actuel Amman, la capitale de Jordanie. Et c'est un centre, ça va être une période où les peuples vont commencer à se sédentariser. Ils vont être des chasseurs-cueilleurs et en même temps se sédentariser. Donc aux alentours de moins 9000 de notre ère. Et dans cette structure d'Ain Ghazal, qui était une sorte de petit village qui regroupait quelques milliers d'habitants sur quelques hectares, il va y avoir une production très étonnante de statues. Et ces statues, donc vous voyez, on se retrouve à peu près 9000 ans avant notre ère, 9000 ans avant Jésus-Christ. Ces statues sont conservées, une partie sont conservées au musée de Jordanie, que l'on visite lors de notre voyage, lorsque l'on est à Amman. Ces statues sont très étonnantes, en fait, puisqu'elles ce sont les plus anciennes statues de grande taille découvertes au monde. Elles font un peu plus d'1 mètre, un tout petit peu plus d'1 mètre. On en a retrouvé 190 de statues. Elles n'étaient pas toutes de forme humaine. Certains sont des animaux, des bovins, beaucoup de bovins. Mais on a retrouvé une quarantaine qui avaient des formes humaines. Elles sont constituées, alors la façon dont elles sont réalisées sont très intéressantes aussi. Elles ont été constituées avec du plâtre de chaux sur une âme de roseau, c'est-à-dire une structure de roseau sur laquelle on va recouvrir la structure avec de la chaux. Le roseau a pourri après et on le retrouve, enfin on n'en retrouve que des traces, mais ça permettait à la statue de se tenir. Cet ensemble, ces statues ont été découvertes assez récemment, fin des années 1970, début des années 1980, lorsqu'à Amman, on voulait créer une autoroute. Et c'est lors de la création en creusant pour faire cette autoroute qu'on va trouver ce site d'Ain Ghazal. Et Ain Ghazal, ça signifie la source de la gazelle. Et moi, elles me fascinent, ces statues. Elles sont très étonnantes. On ne sait pas exactement à quoi elles servaient. Je vais vous dire un peu les différentes théories qui expliquent à quoi pouvaient servir ces statues. On peut retrouver des hommes, des femmes, bien que les organes génitaux ne sont jamais représentés. Donc c'est assez difficile de déterminer si ce sont des hommes, des femmes. Là où elles sont fascinantes, c'est aussi par rapport à leur visage, la façon dont est constitué le visage. Très très pur, très très simple, on dirait un peu ça me fait penser parfois à du Brancusi ou à quelque chose de contemporain, avec ses yeux très expressifs. Les yeux peuvent être constitués de coquillages ou bien avec une pointe de bitume aussi à l'intérieur. Et on a des expressions très, très belles, très douces de ces statues. Ce qui est, vous la voyez ici, les précédentes semblent un peu sourire. Celle-ci ne sourit pas. Là aussi, on a trouvé 3 ensembles de statues avec double tête. Alors, on ne sait pas exactement à quoi servaient ces statues.
On sait qu'elles étaient faites pour être vues uniquement de face, donc peut-être qu'elles étaient portées en procession, mais vues de face uniquement, parce que leur dos n'est pas bien travaillé. Comme vous le voyez ici, le dos n'est pas très bien, n'est pas travaillé en fait. Et puis on les a retrouvées enterrées. Alors soit elles servaient d'objet de culte, soit de culte pour les morts, ou bien peut-être de divinité, mais on ne sait pas exactement à quoi servaient ces statues. On n'a pas d'éléments tangibles pour nous dire quelle était l'utilité. Mais de toute façon, elles sont très très belles et très intéressantes à voir dans ce musée de Jordanie. Le musée de Jordanie a prêté ces statues à des musées à travers le monde, différents musées à travers le monde. Et par exemple, le musée du Louvre, il me semble qu'il en possède une, et on peut, pour les Parisiens qui participent à la conférence, vous pouvez aller en voir au musée du Louvre. Dans ce musée de Jordanie, on voit, qui est très intéressant, on voit plein d'autres choses. On voit des manuscrits de la mer Morte aussi, dont je ne vais pas vous faire de commentaires. On voit des stèles très anciennes, donc on voit énormément de choses dans ce musée jordanien qui retrace l'histoire de ce territoire et qui sont très intéressantes. On voit par exemple des sculptures nabatéennes. Donc vous les voyez ici. Elles sont vraiment d'une très très grande expressivité et elles sont particulièrement belles. On va continuer dans notre avancée chronologique de ce territoire de Jordanie. Là, cette carte est intitulée les rivalités impériales dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, donc aux alentours de 1500. Et on voit que, vous voyez le Jourdain qui est représenté ici, Jérusalem, la mer Morte qui est un peu plus bas, et aux alentours du 15e, 13e siècle avant notre ère, ce territoire-là fait partie du Nouvel Empire égyptien. Donc vous allez voir au fur et à mesure de ce parcours que le territoire de Jordanie, actuellement, ce territoire de Jordanie, dénomination actuelle, a été au milieu de différents empires, a été intégré dans différents empires. C'est ce que j'aimerais vous montrer pendant cette conférence. Là, il est intégré dans l'empire égyptien. Vous avez le royaume cassite qui est en bleu, le royaume élamite qui est en orange à Suse, donc le royaume élamite dans l'actuel Iran, l'empire hourite en vert et l'empire hittite plus au nord dans une partie de l'actuelle de l'Anatolie. Bien entendu, c'est un territoire qui regroupe, qui fait partie de l'histoire de la Terre Sainte, puisque dans un récit biblique traditionnel de la Bible, les Hébreux vont revenir sur ce territoire, et ce territoire était occupé déjà par des peuples sémitiques, moabites par exemple, ou cananéens. Donc il y avait déjà d'autres peuples sur ce territoire lorsque dans la tradition biblique, les Hébreux arrivent sur ce territoire. Les Ammonites aussi, les Édomites, dont je vous reparlerai, les Moabites et les Amoréens. Une autre carte pour vous montrer ce qui va se passer un tout petit peu plus tard sur le territoire de Jordanie. Vous voyez une avancée non plus de l'Égypte, mais d'autres empires, l'empire assyrien en orange qui apparaît, avec des conquêtes faites par un roi très important qui s'appelle Tilgat-Phalazar III, qui va avancer sur ce territoire aux alentours de 745-727. Sargon II aussi, et puis cet empire, l'empire néo-babylonien, qui va être créé par Nabuchodonosor II, aux alentours de 605-562, donc qui va être intégré. Et vous savez que lors de l'intégration de la Jordanie, de la Terre Sainte, entre guillemets, et de Jérusalem, il va y avoir des déplacements de population, de multiples populations différentes, dont des Hébreux, et surtout l'élite hébraïque, les grands prêtres, qui vont être déplacés à Babylone.
Une autre carte qui nous montre un empire extrêmement important dans la période antique, c'est l'empire achéménide. L'empire achéménide, créé par Cyrus le Grand principalement, élargi et dominé par Darius. Cet empire achéménide, qui est l'un des plus grands empires de l'Antiquité terrestre, en tout cas, vous voyez, hein, il s'étend sur de vastes zones. En rouge, vous avez les capitales de cet empire, puisque c'est un empire avec des capitales itinérantes, dont Babylone, donc qui sera intégré à l'empire achéménide, Ecbatane, Suse, Pasargade et Persépolis. Et Cyrus le Grand, lorsque il va conquérir Babylone, il va libérer les peuples qui avaient été déplacés, et dont les Hébreux, qui vont pouvoir retourner à Jérusalem. Et d'ailleurs, Cyrus le Grand est un des personnages qui est mentionné dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et il est mentionné comme étant oint du Seigneur. Et il y a peu de personnages oints du Seigneur, oints de Dieu dans la Bible. Il y a David, bien entendu, et puis il y a Jésus-Christ. Mais Cyrus en fait partie. Donc pour vous montrer que ce territoire va être au milieu de différents empires, un empire très éphémère, qui va succéder à l'empire achéménide. La carte s'intitule « Un éphémère empire monde », et c'est bien entendu l'empire d'Alexandre le Grand, puisqu'Alexandre le Grand va arriver de Macédoine. Et on peut même considérer qu'il détruit l'empire achéménide, mais on a l'impression, si on compare les deux cartes, on a l'impression qu'il le détruit, qu'il le reconstitue en même temps, et que ces pérégrinations, ces différents voyages, ces différentes conquêtes, l'amènent à sillonner partout dans l'empire achéménide. Et bien entendu, le territoire jordanien va être intégré dans cet empire monde éphémère d'Alexandre le Grand, donc qui est constitué à la fin du IVe siècle avant notre ère. Cet empire d'Alexandre le Grand va se disloquer à la mort d'Alexandre le Grand, et il va se disloquer en étant réparti entre différents généraux d'Alexandre le Grand, les diadoques. Là, vous avez une carte des généraux qui vont se répartir l'empire. Donc, en Macédoine, vous avez le royaume des Antigonides avec Cassandre qui va régner. Le royaume des Séleucides en orange, qui reprend une grande partie de l'empire achéménide et de l'Anatolie, de l'Iran actuel jusqu'à l'Ouzbékistan, l'Afghanistan. Donc, la plus grande part de l'empire d'Alexandre, ce sera les Séleucides, avec Séleucos qui va régner. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie en jaune, c'est-à-dire les Ptolémélagides qui vont régner jusqu'à Damas. Alors bien entendu, ça va changer puisque les généraux vont se faire la guerre, donc il y aura des éléments qui vont changer, mais le territoire jordanien et donc faisait partie du royaume des Lagides, Ptolémélagides. Bien entendu, un autre empire va apparaître sur ces territoires, c'est l'Empire romain. L'Empire romain qui va arriver, donc c'est sur ces territoires. Vous le voyez ici, vous avez marqué Empire romain au niveau de l'Anatolie, et vous voyez que en orange, c'est jusqu'à la période de Trajan, 98 après Jésus-Christ. Donc, on a une partie de l'Égypte, le Sinaï, et puis le territoire jordanien jusqu'à la Syrie. Voilà. Et vous avez un des ennemis principaux de l'Empire romain, ce sera l'Empire parthe, qui va régner sur l'actuel Iran. Les Parthes, ce sont des Perses. Et ils vont récupérer une partie de l'empire en combattant les Séleucides. Et il y aura des affrontements entre l'Empire romain et l'Empire parthe. Alors, dans ce vaste contexte historique, en Jordanie,
on peut visiter 2 sites qui sont assez exceptionnels. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est le site de Jerash. Jerash, donc sur la carte, elle est Jerash est dans la partie verte, au-dessus d'Amman. Vous voyez cette partie-là, Jerash. Jerash, donc, qui est en fait, avec Jerash, on se trouve dans le monde grec, puisque ce sont des Grecs qui ont créé cette cité. Là, vous la voyez marquée, c'est indiqué Gerasa, mais c'est Jerash en fait. Et Jerash faisait partie d'un ensemble de cités qui s'appelaient les Décapoles. Décapoles, donc 10 cités. Décapoles que vous avez ici marquées en rose. Une sorte de cité donc, qui vont se constituer aux alentours du IIe siècle avant Jésus-Christ dans le monde grec, donc une forte influence de la Grèce. Philadelphia, c'est l'actuel Amman. Et en fait, elles se constituent, ces décapoles sont des entités indépendantes, mais qui vont s'unir sous forme de ligue pour faire du commerce ensemble et se défendre vis-à-vis d'envahisseurs, en fait. Voilà, donc c'est une relation un peu distendue qui va ensuite disparaître au 1er siècle avec l'arrivée des Romains. Et donc, ce site de Jerash dont vous avez le plan est un site assez exceptionnel à voir. C'est un des plus grands sites grecs en dehors de la Grèce que l'on peut voir. Et donc, il se trouve en Jordanie. Je regarde mes notes parce que je voulais vous donner des éléments un peu plus précis sur Jerash. Il faut savoir que ce site de Jerash n'a été fouillé qu'à 90%, donc il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas encore été fouillés. Et on fouille ce site archéologique depuis 1925. La ville est constituée déjà au 1er siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ, puis ensuite elle va être remaniée au 1er siècle, aux alentours de 75. Et elle va connaître son âge d'or sous le règne des Antonins et va avoir jusqu'à 15 000 habitants. Alors, c'est une ville qui va vivre surtout du commerce avec les Nabatéens et avec le nord de la Jordanie. Je vous parle un peu plus des Nabatéens après. C'est pas une ville marchande au sens propre, c'est-à-dire qu'elle fait pas venir, elle bénéficie du commerce marchand, mais elle ne crée pas elle-même de caravanes marchandes. Donc, elle en bénéficie, mais c'est pas une ville marchande au sens propre comme pourrait l'être Pétra. Vous voyez les structures là sur le plan de Jerash. Au centre, vous avez le temple d'Artémis, qui est un très très grand centre, donc dédié à la déesse Artémis. En jaune, vous avez en orange, je veux dire, vous avez l'enceinte de la ville. Au sud de cet ensemble, vous avez un hippodrome. Et puis, sous l'hippodrome, vous avez l'arc d'Adrien. Et on va commencer par voir dans cette ville de Jerash, qui est assez impressionnante à voir, qui est très très belle à visiter, cet arc d'Adrien qui a été restauré récemment. Donc l'arc d'Adrien, comme son nom l'indique, il a été conçu par l'empereur Adrien aux alentours de 129-130. Il devait marquer une nouvelle délimitation de la ville. Elle devait s'agrandir avec son arc. Vous voyez, l'archetto est vraiment plus bas que la vieille enceinte. Donc la ville aurait dû s'agrandir, mais ce qui n'arrivera jamais, elle restera dans la vieille enceinte. Et on retrouve des éléments architecturaux qui sont de dénomination un peu baroque, en faisant de gros guillemets sur cette dénomination, avec des frontons qui bougent, qui s'enfoncent. Des chapiteaux de ces très belles colonnes, des chapiteaux corinthiens, composites, mélange de feuilles d'acanthe et de volutes ioniques. Et il y a quelque chose de très, très, très particulier sur cette arche, sur cet arc de triomphe. C'est si vous regardez les colonnes,
Alors, votre œil peut se porter sur les chapiteaux, mais moi, je vous propose de descendre de la colonne, d'aller vers le bas de la colonne. Et en fait, on retrouve quelque chose qui ne se retrouve pas ailleurs, c'est qu'on retrouve des feuilles d'acanthe au niveau du fût de la base de la colonne, ce qui ne se retrouve pas dans le monde grec ordinaire ou dans le monde romain ordinaire, un peu comme s'il y avait une influence du monde égyptien. Donc quelque chose de très 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 de nouveau sur cette arche. Il y a bien d'autres éléments à voir dans cette ville de Jerash. Son forum, son espace de rencontre sociable, forum ovale avec ses colonnes ioniques qui sont très très belles. C'est vraiment un espace sublime à voir. Les colonnes ioniques, donc, qui ont de simples volutes. Là, vous les voyez un peu, les chapiteaux à colonnes ioniques. Et là, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que vous voyez que les colonnes ont des couleurs différentes. La base de la colonne est beaucoup plus claire. C'est parce que avant les fouilles qu'il y a eu au début du XXe siècle, la terre arrivait jusqu'au premier tiers de ces fûts de colonnes. Donc la partie claire, c'était là où il y avait la terre qui s'est amoncelée, hein. Et ensuite, on a dégagé la partie inférieure. Cet espace est très très beau à voir. Il fait 80 mètres de large sur 90 mètres de profondeur. Et il a été réalisé au premier siècle de notre ère. Le temple d'Artémis, que l'on voit aussi à Jerash, qui est la déesse tutélaire de cette cité, qui est un espace très 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 important. En fait, il a été réalisé en 150 sous le règne de l'empereur Antonin le Pieux. C'est le temple de la déesse tutélaire de la ville, et il couvre à lui seul 20 000 mètres carrés. Et tout l'espace du sanctuaire fait 650 mètres de long, ce qui est assez important. Et donc on le visite aussi également, on y a accès. Vous voyez qu'il est très grand, il y a un personnage, vous voyez une ombre un peu au milieu des deux colonnes centrales, et c'est pour vous donner les dimensions de ce temple, qui est assez impressionnant, avec aussi des chapiteaux composites. Comme beaucoup de cités grecques, il y a des théâtres que l'on visite à Jerash. Et à Jerash, il y a deux théâtres, le théâtre sud et le théâtre nord. Le théâtre sud qui a été réalisé au 1er siècle de notre ère, et le théâtre nord qui a été réalisé en 665. Ces deux théâtres le théâtre sud pouvait avoir jusqu'à 5000 spectateurs, tandis que le théâtre nord jusqu'à 1500 spectateurs. Et les parties, alors ce qui est assez intéressant, là, ce qu'on a assez peu, c'est qu'on a une partie du mur de scène qui a été conservée du théâtre. Donc vraiment à la grecque, parce que il est adossé à une colline, hein. Vous savez que la différence entre le théâtre romain, c'est que le théâtre romain est sur des structures en élévation, il prend appui sur des structures en élévation, alors que le théâtre de type grec prend appui sur une colline. Donc on peut visiter ces deux théâtres ici que vous voyez, qui sont très beaux à voir. Je ne vais pas vous montrer tous les éléments qu'il y a à Jerash, mais une autre structure très intéressante qu'on retrouve dans d'autres villes de Jordanie, dans d'autres villes antiques de Jordanie, c'est le nymphée, c'est-à-dire une sorte de fontaine qui monte, comment dire, très grande, imposante, qui montre l'arrivée de l'eau en ville. Donc là, c'était le nymphée de Jerash, cette structure-là. Donc il faut savoir qu'il y avait un plaquage de marbre dans la partie inférieure, et ensuite du stuc dans la partie supérieure, donc quelque chose de très décoré. Et ce nymphée a été réalisé à la période des Sévères, des empereurs sévères, au niveau du IIIe siècle après Jésus-Christ. Une dernière, vous voyez encore ce nymphée qui est réalisé. Donc c'est le point d'arrivée de l'eau.
pour montrer la puissance de l'empereur qui permet l'arrivée de l'eau en ville, ou alors des édiles de ceux qui gèrent la ville pour montrer qu'ils peuvent faire arriver l'eau en ville. Et vous avez de grands bassins où on peut venir puiser l'eau dans ce nymphée. D'autres structures que l'on voit aussi à Gérage qui s'appellent des tétrapiles. Alors ces tétrapiles, on peut les voir sur la carte ici. Vous avez 2 tétrapiles. Si vous regardez sur la carte, tout en haut de la carte, vous avez marqué la porte nord. Vous voyez marqué le Maximus, ce truc qui découpe les villes romaines. Et en dessous du Maximus, vous avez le tétrapile nord. Et donc le tétrapile nord marque l'embranchement de 2 rues, le Decumanus nord et le Maximus. Et donc vous avez une structure importante qui marque cette intersection. Et puis plus bas, si vous suivez le Maximus, que vous descendez, vous arrivez au Cardo, vous voyez le tétrapile sud qui lui s'embranche avec le Decumanus nord. Et c'est ce que l'on voit là sur ces tétrapiles qui sont ici. Ces tétrapiles, ils sont importants, ils sont marqués d'une manière importante, d'une manière très importante dans les villes, parce qu'ils ont un symbolisme important. Lorsque 2 rues se croisent, c'est un symbolisme important. Donc on a des architectures qui sont représentées, et souvent avec le dieu Janus qui est représenté dans ces tétrapiles. Un autre site que l'on voit en Jordanie, un peu plus loin que Jerash. Donc Jerash était au nord, et là on va descendre au sud. Donc vous descendez au sud, vous passez la partie jaune, vous arrivez dans la partie rouge, et vous voyez marqué Petra. Et effectivement, c'est un des éléments fabuleux que l'on peut voir en Jordanie, c'est la capitale du royaume nabatéen, Petra, que l'on va visiter. Et dans les voyages, la plupart du temps, on reste 2 jours et demi à Petra, ce qui nous permet d'y aller au moins 2 fois, ce qui est un avantage, puisque Petra, c'est plusieurs dizaines d'hectares, voire centaines d'hectares. C'est immense comme site. On imagine qu'il n'y a que le Chazné, mais c'est beaucoup plus grand que le Chazné. Le Chazné, c'est le trésor que je vais vous montrer. Là, c'est une carte intéressante pour nous parce que c'est une carte qui délimite l'espace, la plus grande partie du royaume nabatéen. Donc les Nabatéens, ce sont des Sémites. Ils apparaissent dans l'histoire au 7e, 8e siècle avant notre ère. On en a des mentions dans les annales assyriennes, par exemple. Ce sont d'abord des gens qui sont des nomades, qui vivent aussi du vol de commerce. Et puis au 4e siècle, 4e, 5e siècle, ils vont se sédentariser. Et ils vont se sédentariser autour de Petra, à Petra. Et ils vont créer une des civilisations les plus brillantes du territoire jordanien, avec l'architecture nabatéenne que l'on va découvrir ensemble. De quoi vivent les Nabatéens? Ils vivent du commerce grâce aux chameaux, au déplacement avec ces caravanes, ces immenses caravanes. Là, sur cette carte, vous avez les axes des caravanes, et l'axe principal que vont utiliser les Nabatéens, c'est cet axe qui part de l'Arabie heureuse, donc au sud de l'Arabie. Vous voyez l'Arabie heureuse avec le royaume de Saba, Aden. Et cet axe remonte, passe par la Mecque, Médine, Yatrib, et puis on passe par ce qui s'appelle la région du Hejaz, et on arrive à Petra. Et les Nabatéens vont transporter de multiples denrées, dont l'encens. L'encens qui est extrêmement important dans le monde antique parce que tous les sanctuaires, tous les temples antiques fonctionnent avec une très grande quantité d'encens. C'est très, très, très important. Donc, Rome en demande de fortes quantités et a besoin de cet encens. Donc, en fait, ils vivent de ce commerce-là, mais ils vivent du commerce d'autres denrées également, et même, par exemple, du poivre qui vient d'Inde. Donc, il y a tout un transport dans ces routes qui se fait par les Nabatéens.
Là, je vous ai montré, parce que je vous montre des petites photos de l'encens, et c'est un arbuste bien particulier qui permet d'avoir l'encens. Boswellia, résine de Boswellia. Donc on va faire une entaille dans l'arbuste, la résine va couler et on va récupérer cette résine qui est sous forme d'encens. Et là, sur la carte que vous voyez en vert, c'est les zones où pousse cet arbuste. Il est endémique de cette région. On ne peut pas le faire pousser ailleurs. Donc on peut le prendre que dans ces régions-là. Il y a aussi la myrrhe qui est importée de cette région-là. Et là, vous voyez des exemples d'arbustes à encens. L'arbuste qui a été taillé et qui donne cette résine. Le site de Petra est immense. Là, vous avez une carte de Petra. Sur votre droite, en bas, écrit en anglais, vous avez Entry Gate, donc c'est la porte d'entrée. Donc nous, je vais vous montrer un petit parcours qui nous fait parcourir Petra. On va traverser ce qui est une sorte de fossé de plus d'1 kilomètre de long, plat, quasiment plat tout le temps. C'est pas très difficile de marcher dans cette structure entre deux falaises qui s'appelle le Siq, qui nous permet d'avancer à l'intérieur de Petra, d'arriver à ce qui s'appelle le trésor, que je vais vous montrer, et d'arriver à d'autres structures ensuite. Si vous commencez par la porte d'entrée, vous voyez marqué Siq, ensuite le trésor, ensuite le théâtre, et on continue, on arrive dans le centre de Petra, où vous avez marqué un nymphée aussi, les colonnades, le grand temple, la structure qui s'appelle Khasrat Bint. Et puis tout en haut sur votre gauche, en gauche de la carte, c'est ce qui s'appelle le Deir, le monastère. Alors il faut savoir que toutes ces dénominations sont des dénominations plus ou moins récentes qui ne datent pas des Nabatéens. Elles ont été plus tardives, je vais vous expliquer quand on va voir ces éléments. Les Nabatéens, ce sont des Sémites. Leur langue dérive, leur écriture dérive de l'alphabet araméen. C'est ce que je vous ai montré ici sur cette diapositive. Vous avez l'alphabet araméen, donc langue sémitique très ancienne qui a servi de langue de cour dans différents royaumes et dans différents empires à la période antique. Vous voyez ensuite en dessous, c'est le nabatéen qui est écrit. Sous le nabatéen, vous avez le koufik, donc une écriture, une calligraphie arabe, et ensuite l'arabe actuel. Et donc effectivement, l'écriture nabatéenne serait l'une des écritures qui a donné naissance à l'écriture arabe. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette diapositive. La cité de Petra va devenir une cité très, 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 très riche aux alentours du 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle après notre ère. L'un des rois principaux qui va permettre cette richesse dans la cité, c'est Arétas IV. Arétas IV, dont la fille va épouser Hérode Antipas, mais qui sera ensuite renié. Et donc, il y aura une guerre entre Arétas et Hérode Antipas. Il faut savoir, avant de débuter notre parcours, c'est que les Romains vont vouloir intégrer le royaume nabatéen et Petra à l'Empire. Les Nabatéens vont d'abord faire partie de ce qui s'appelle les clients de l'Empire romain sous Pompée en 60-70 avant notre ère. Donc, ils font partie des clients de l'Empire romain. Et puis après, 150 ans plus tard, les Romains, et principalement sous le règne de Trajan, vont vouloir connaître d'où viennent toutes les richesses importées par les Nabatéens. Bien entendu, les Nabatéens ne veulent pas le dire aux Romains, parce qu'ils vont perdre leur commerce, leur pouvoir. Et les Romains vont envoyer des légions, et la route commerciale va être découverte, et le royaume nabatéen va être intégré complètement à l'Empire romain.
dans ce royaume nabatéen, on va avoir différentes structures et souvent des tombeaux. Ces tombeaux qui sont des tombeaux construits en flanc de falaise. Donc, c'est une architecture qui est une architecture que l'on va creuser. D'accord. On part du haut de la falaise et on creuse en descendant les architectures. Donc là, par exemple, vous avez la tombe des obélisques qui se situe avant le passage dans le Sikh, cette tombe des obélisques. Et les obélisques qui sont représentés, ce serait plutôt ce qui s'appelle dans le monde sémitique des nefesh, c'est-à-dire cela symboliserait l'âme des défunts. Voilà, ces structures-là symbolisent l'âme des défunts. Ce seraient des nefesh, ce qu'on appelle les nefesh. Après le tombeau de l'obélisque, on rentre dans le Sikh. Le Sikh est un superbe ce fossé qui nous permet d'aller vers le cœur de Petra, qui a différentes dimensions. Parfois, ça peut avoir 10 mètres de large, parfois, ça peut avoir que quelques mètres de large. Il y avait un wadi qui passait dans le Sikh, c'est-à-dire une sorte de rivière qui passait par là, qui a été domestiquée par les Nabatéens, cette rivière. C'est d'ailleurs cette rivière qui a permis, qui a façonné les éléments rocheux tout autour, en grès. Et vous voyez sur le côté droit, là, dans le Sikh, sur le côté gauche et le côté droit, vous voyez des sortes de rigoles. Et en fait, c'est tout un système de récupération d'eau que les Nabatéens vont créer pour pouvoir alimenter leur ville en eau. Parce qu'il faudra énormément de quantité d'eau pour faire vivre la ville. Donc, un des enjeux très importants des Nabatéens, c'est de pouvoir canaliser cet élément, l'eau, pour pouvoir l'utiliser. Je vous montrerai d'autres éléments qui montrent que l'eau était très importante à Petra. Là, vous voyez les rigoles qui ont été réalisées, créées dans le Sikh. Là, c'est un bassin de décantation qui est en haut du Sikh, en fait, dans les montagnes, où on récupère de l'eau aussi, puis après, cette eau est acheminée vers le bas. Les Nabatéens peuvent même réaliser des sortes de barrages pour canaliser l'eau. Là, c'est un barrage qui a été reconstitué. Donc, on le voit ici. Et puis, bien entendu, quand on sort du Sikh, ce qui est magnifique à voir, là, vous voyez, vous discernez un tout petit peu ici, c'est ce bâtiment qui s'appelle Razné, qui veut dire trésor. C'est un terme inventé, arabe. Le terme complet, c'est Razné al-Firoun, c'est-à-dire le trésor du pharaon, puisqu'en fait, sur la structure tout en haut, il y avait une sorte d'urne. Et à la période musulmane arabe, on imaginait que cette urne contenait le trésor du pharaon. Et au 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e, on a même tiré dessus pour voir si l'urne ne s'ouvrait pas. Donc, elle a été très abîmée. C'est sûrement Arétas IV, un roi nabatéen, qui a fait réaliser ce tombeau. Ce serait son tombeau. Une structure sous cette entrée a été découverte il y a une quinzaine d'années, et ce serait le tombeau d'Arétas IV. L'architecture s'inspire de l'architecture d'Alexandrie qui se faisait à la même époque. Donc, ce sont soit des architectes qui ont été formés à Alexandrie, soit des architectes d'Alexandrie qui sont venus réaliser cette structure. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement beau à voir. Là, vous avez un dessin qui a été fait à partir de cette architecture-là. On retrouve différentes sculptures. Tout en bas, vous avez les Dioscures qui sont représentés, Castor et Pollux, les fils de Zeus, parce que bien entendu, quand les Nabatéens vont rentrer en contact avec les Romains, il va y avoir une sorte de mélange qui va se faire avec les différents dieux, et ils vont intégrer dans leur panthéon des dieux qui viennent soit du monde romain ou même des dieux qui viennent du monde égyptien. Et les Dioscures sont ceux qui amènent l'âme des mortels aux Champs-Élysées. Et donc, c'est pour ça qu'on les retrouve en bas, les deux statues en bas. Les statues réelles ont été, vous les voyez là, en bas des colonnes, elles ont été très abîmées. Elles sont très abîmées. Le Razné est très abîmé. Là, vous en voyez une autre vue de ce Razné.
Et il y avait sûrement une statue d'Isis Aphrodite Alate, donc un mélange de déesses nabatéennes, déesses égyptiennes et sûrement de déesses romaines, égyptiennes et nabatéennes, représentées ici dans ce qui s'appelle le Tholos. Quand on va le visiter, normalement, on n'a pas accès à l'intérieur. L'intérieur est tout simple, en fait, hein, il n'y a que 3 pièces. Il faut savoir que dans ces tombes, on voit beaucoup de différentes tombes. Les Nabatéens pratiquaient ce qui s'appelle le banquet. Il y avait des banquets privés et festifs. Les Nabatéens pratiquaient ces types de banquets-là, mais aussi des banquets que l'on va faire en mémoire du défunt et que l'on pouvait réaliser à l'intérieur de ces structures, à l'intérieur des tombeaux. Donc maintenant, c'est tout vide. Ce qui est intéressant aussi dans cette photo, c'est que vous voyez le grès, comment il est. Et le nom Pétra provient du monde grec, en fait. Hein, Pétra, c'est la pierre. Mais dans le monde sémitique, on donne le nom aussi de Rekem pour Pétra. Et Rekem, ça veut dire bariolé, donc rempli de couleurs. Et effectivement, la ville de Pétra, avec ses couleurs qui changent en fonction de l'ensoleillement, est remplie de couleurs ocre, hein, qui sont superbes. Je vais continuer un peu plus, sinon je n'aurai pas le temps de tout vous montrer. Vous avez un peu plus loin que le trésor, il y a le théâtre. Le théâtre qui a été réalisé au 1er siècle de notre ère. Et le théâtre qui a été sûrement réalisé dans d'anciennes structures qui seraient des tombeaux, et qui n'étaient plus utilisées à la période où le théâtre va être réalisé. Et ce que vous avez dans le fond du théâtre, ces immenses ouvertures, ce ne sont pas des loges, c'était en fait d'anciens tombeaux qui vont être réaffectés. Là, vous avez une vue du théâtre, vue d'en haut, notre vue du théâtre. Un autre tombeau, il y a de multiples tombeaux dans Pétra, à l'intérieur de Pétra, plus ou moins abîmés par l'érosion. Des tombeaux beaucoup plus simples. Alors, il y a des tombeaux qu'on va appeler de style classique suivant leur architecture avec des colonnes, et d'autres tombeaux qu'on va appeler plus mésopotamiens qui ont une architecture plus ancienne, en fait. Donc, il y a différents types de sculptures. Là, vous voyez le grès, comment il peut changer. Cette couleur du grès, concrétion de sable aussi. Donc, il y a de très, très, très belles couleurs à voir. Là, je vous montre une tombe qui a été dénommée tombe de la soie, qui n'a rien à voir avec la soie, hormis le fait que si on fait un agrandissement, la roche ressemble à un tissu de soie, en fait. Voilà. C'est tellement joli, tellement délicat à voir que ça a été donné comme dénomination le tombeau de la soie. Lorsqu'on est au centre de Pétra, on arrive à des structures très, très importantes. Une des structures importantes qui est faite en élévation. Il y a un ensemble de structures qui sont faites en élévation et non pas en excavant des falaises. Là, il y a cette structure qui s'appelle le Grand Temple. Alors, à savoir, est-ce que c'était vraiment un temple ou une structure administrative? La question est toujours posée. Il semblerait que ce soit surtout une structure administrative, ce grand temple de Pétra que l'on peut visiter. À côté du grand temple, il y a, un peu plus loin, il y a des espaces plus sacrés, en fait, comme ici, ce qui s'appelle Ras al-Bint, c'est-à-dire le château du pharaon. Les pharaons n'ont rien à voir avec Pétra, mais c'est le nom qui a été donné par la suite. Et ce serait sûrement un temple en l'honneur d'un dieu nabatéen, le dieu principal des Nabatéens, d'Ashura. Donc voilà, on le visite aussi, on voit ces structures ici de d'Ashura. Et là, vous avez une reconstitution de ce temple-là, Ras al-Bint, qui est représentée ici. Cette reconstitution, elle est très valable puisqu'elle a été faite par une équipe du CNRS qui a fouillé le site de Pétra entre 2012 et 2017 et qui va donner des reconstitutions, une grande partie de reconstitutions dont je vais vous montrer quelques exemples. Là, on a une vue d'en haut de la structure principale du centre de Pétra.
sur votre droite, vous avez le grand temple, c'est marqué en noir, le grand temple, les termes qui sont associés au grand temple. Et sur la gauche, vous avez marqué le jardin et complexe aquatique. Là où il y a marqué jardin et complexe aquatique, c'est là où les derniers travaux ont été réalisés par les archéologues. Et on ne savait pas exactement ce qu'était cette structure il y a 20-30 ans. C'est des découvertes qui ont été faites récemment à Petra. Pour vous dire à quel point l'eau était extrêmement importante à Petra, je vais vous montrer une reconstitution de ces structures-là. Sur la droite, vous avez le grand temple. Et sur la gauche, là, vous avez une sorte de jardin avec un bassin juste derrière et un bâtiment qui est environné de ce bassin. Donc, l'eau, en fait, était vraiment essentielle au mode de vie des Nabatéens et était partout présente en ville, ce dont on a peu conscience maintenant de nos jours. L'eau arrive par les pluies, bien sûr, les pluies viennent à certains moments de l'année, et en fait, les Nabatéens ont construit plein de systèmes pour pouvoir les contrôler et les conserver, et beaucoup de bassins. Un dernier élément que l'on a à Petra, quand on fait notre parcours, à une cinquantaine de minutes à pied de cette structure qui s'appelle le Grand Temple, c'est le Deir ou monastère. Ça s'est appelé monastère après, une fois que les Byzantins vont venir sur ce territoire-là et où il y aura des chrétiens, et ça va être transformé en monastère. Mais à l'époque nabatéenne, ce serait sûrement un temple dédié à un roi nabatéen, plus ancien qu'Arétas IV, un roi nabatéen qui s'appelle Odobace Ier, qui a lutté contre différents envahisseurs sur le territoire nabatéen et qui va être déifié par la suite. Et donc, on va lui construire cette structure qui est sublime, qui est vraiment qui est assez impressionnante à voir. Et pour vous donner les dimensions, parce que c'est 50 mètres de haut, très grande profondeur aussi, vous avez un être humain qui est dans la porte. Vous voyez les dimensions de ce temple. Donc on peut le voir ici. On peut entrer à l'intérieur, mais l'accès est assez difficile. Et on a une vue sublime sur ce monastère et ce monastère Deir, sûrement temple en l'honneur d'Odobace. Une dernière structure que j'aimerais vous montrer sur Petra. Vous voyez, Petra, ça s'étend sur des dizaines d'hectares, voire des centaines d'hectares. Là, vous avez, sur cette photo, vous avez le centre de Petra qui est en bas sur la gauche, la structure du grand temple dont je vous ai parlé, le jardin qui devait être juste à côté. Si vous revenez sur vos pas et que vous allez en bas à gauche, en fait, vous arrivez au théâtre et ensuite au Razné. Et là, donc, on est sur les djebel, tout en haut, les montagnes qui sont tout en haut. Et vous voyez qu'il y a des structures de pierre, des structures qui ont été maçonnées, en fait. Et bien sûr, sur toutes ces montagnes qui semblent désertiques, en fait, les Nabatéens ont créé différentes structures. Et ils ont créé des thermes. Donc, il y avait à la fois des thermes en bas dans la vallée, mais aussi des thermes tout en haut de ces djebel, de ces montagnes. Là, vous avez un exemple de therme tout en haut d'un djebel. Une salle à manger, une zone d'habitation, une tour de surveillance, un réservoir d'eau et un complexe thermal. Sur cette autre diapositive, vous avez en bas la partie centrale de Petra et tout en haut, encore c'est un autre terme différent qui s'appelle al-Biyara, donc une autre zone thermale, si l'on veut, pour les Nabatéens. Là aussi, il y a les termes du Djebel al-Khoupta, tout en haut de cette paroi. Et là, je vous montre une reconstitution de ces termes, c'est-à-dire que c'est vraiment des termes romains, dans l'esprit complètement romain, qui permettaient d'avoir une vue aussi sur le centre et le cœur de la cité.
Et là, vous avez une reconstitution des termes. Alors, les reconstitutions, c'est toujours un peu aléatoire, mais cette reconstitution est faite toujours par la même équipe du CNRS qui reconstitue les termes utilisés par les Nabatéens. Et ces termes utilisés par les Nabatéens étaient complètement des termes romains, c'est-à-dire un chauffage à hypocauste, chauffage au sol, au sous-sol, d'accord, on chauffait le sous-sol et l'air permettait de chauffer tout l'environnement, bien entendu, en hiver. Je vous propose de quitter Pétra. Je suis resté un peu longtemps sur Pétra parce que c'est vraiment le cœur du voyage quand on est en Jordanie. C'est un des sites les plus beaux, à voir, hein, qui a un charme absolu. À la fin du monde romain, le monde romain va se transformer, va se scinder en deux parties. La partie qui va nous concerner va s'intituler l'Empire romain d'Orient. Cet Empire romain d'Orient, on le voit sur cette carte, jusqu'au 7e, 8e siècle, avant l'arrivée des Arabes, il va être en guerre avec le monde sassanide, l'Empire sassanide, qui se trouve sur l'Iran actuel. Ce sont deux empires qui vont s'affronter. Et vous voyez que le territoire jordanien va faire partie de cet empire romain d'Orient qu'on appelle empire byzantin, en fait, hein, dont la dénomination à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, va être l'empire byzantin. Et on a des traces de cet empire byzantin, qui est un empire très, très, très intéressant à connaître, grâce à une petite ville qui se situe en Jordanie, la ville de Madaba. Et dans cette ville de Madaba, donc là, vous voyez la ville de Madaba sur la carte est au sud d'Amman. Dans cette ville de Madaba, que l'on visite dans nos voyages, on va voir l'église Saint-Georges. L'église Saint-Georges, qui est une église byzantine du 6e, 7e siècle. Là, la façade extérieure, elle a été remaniée au 19e siècle. Et dans cette église Saint-Georges, on va voir un des chefs-d'œuvre de la période byzantine. Ce sont des mosaïques qui datent du 6e siècle, des mosaïques au sol. Donc là, vous avez une reconstitution que l'on voit à côté de l'église Saint-Georges. On va d'abord voir cette reconstitution-là et après, on entre dans l'église Saint-Georges, dans laquelle on n'a pas le droit de parler. Et c'est une carte qui représente la Terre Sainte au 6e siècle. Là, vous avez la mer Morte qui est navigable partout avec des bateaux. Le Jourdain sur la gauche qui arrive. Et puis, je vais vous montrer d'autres éléments. En fait, on voit Jérusalem. Il y a plus d'une centaine de villes qui sont répertoriées sur cette carte, 150 dans mon souvenir. Et elle est très intéressante à voir. Et cette carte, elle était utilisée pour les pèlerins et pour avoir une vision de leur pérégrination en Terre Sainte. Donc, la mosaïque n'est pas tout le temps découverte. Parfois, elle est recouverte par des tapis. Et les parties les plus intéressantes, par exemple, c'est cette partie-là, où on voit une reconstitution de Jérusalem au 6e siècle. Donc, on voit et on analyse, on explique tous les éléments que l'on voit dans cette mosaïque quand on est en voyage. Je ne peux pas tout vous dire ici. Moi, il y a un petit élément que j'aime beaucoup dans cette mosaïque, c'est que là, vous voyez le Jourdain qui est représenté avec des poissons. Et puis, vous avez cette structure. Et en fait, ce sont deux poteaux qui sont installés de part et d'autre du Jourdain. Et un bateau tenu par une corde permet de passer d'une rive à l'autre du Jourdain. Donc, cette mosaïque est extrêmement belle à voir. On y apprend plein de choses différentes. Et c'est ce que l'on voit quand on visite Madaba. Aux alentours au 7e siècle, une nouvelle religion va apparaître. Bien entendu, c'est l'islam, avec son prophète Mahomet, considéré comme étant le successeur des deux autres religions.
Ceci va changer tout dans le Moyen-Orient. Ici, vous avez une carte de ce qui se passe à la période de Mahomet. Vous avez l'Empire sassanide sur la droite et l'Empire byzantin sur la gauche. Les troupes musulmanes vont détruire l'Empire sassanide très rapidement, en quelques dizaines d'années, au milieu du 7e siècle. À la fin du 7e siècle, l'Empire sassanide est détruit, alors que c'est un empire extrêmement important. L'Empire byzantin va contenir l'avancée des Arabes musulmans, mais ne va jamais, ne va pas sombrer, mais elle aura du mal à le contenir et il y aura des avancées musulmans jusqu'en territoire byzantin. Là, vous avez toute l'extension du monde musulman jusqu'en 750, et sous la dynastie omeyyade, par exemple. Donc le prophète Mahomet va avoir 4 successeurs importants, les califes Rachidoun, et ensuite, c'est avec le dernier calife Rachidoun, Ali, c'est une nouvelle dynastie qui va se mettre en place, la dynastie omeyyade, qui va régner à peu près de 650 à 750 de notre ère. Et cette dynastie omeyyade, elle est fascinante. Là, vous voyez toute l'extension de l'empire omeyyade. Les couleurs vertes les plus chaudes, les plus foncées, sont les territoires les plus anciens. Et puis ensuite, les verts clairs sont les territoires les plus récents. Cette dynastie omeyyade, qui est la première dynastie des califes musulmans, qui va régner une centaine d'années, on en trouve la trace. C'est très très rare de trouver la trace, d'en trouver des traces dans le monde musulman, et on va en trouver de la trace dans ce qui s'appelle les châteaux du désert. Ces châteaux du désert, vous avez leurs dénominations qui sont ici. Les châteaux du désert, donc c'est à quelques dizaines de kilomètres d'Amman. Je vais vous en montrer 2 de châteaux du désert, même si vous en avez plusieurs. Il y a Khasr al-Mshata, Khasr al-Azraq, et vous avez 2 autres châteaux du désert, Khasr Amra, ou on peut dire aussi Khusayr Amra. Khasr, ça signifie château. Khusayr, ça veut dire petit château. Donc nous, on va voir le Khasr Amra, mais d'abord, on va voir le Khasr Khahana. Ce Khasr Khahana, donc c'est un des châteaux du désert. Ils sont très particuliers, ces châteaux, parce que parfois, on ne sait pas très bien à quoi ils servaient. Par exemple, le Khasr Khahana, on pouvait penser que c'était une sorte de caravansérail qui avait été réalisé sur des routes de commerce, mais il n'est pas sur un axe commercial. Et en plus, il y a une petite source d'eau qui n'est pas suffisante pour ravitailler les caravanes et les chameaux de ces caravanes. Donc, il y a un côté un peu mystérieux. On considère que peut-être ce serait utilisé par les gouverneurs locaux ou par les califes locaux pour rencontrer les bédouins, pour faire des rencontres entre bédouins. Donc, ce serait ça l'utilisation de ce château. Vous avez, quand on arrive, on a l'impression qu'on voit des meurtrières sur cette façade, mais en fait, pas du tout. Ce ne sont pas des meurtrières, c'est en fait un système de ventilation qui permet de rafraîchir l'intérieur du château. Et je vais vous montrer donc, vous avez l'intérieur du château qui est très, très sobre, très, très simple, très sobre, ce château. Et là, vous voyez les meurtrières de l'autre côté. Donc, enfin, ces fausses meurtrières qui ne sont pas des meurtrières, elles ne peuvent pas être utilisées comme étant des meurtrières. Donc, on va voir ce château de Khasr Khahana, mais selon moi, un des châteaux les plus étonnants à voir, qui est tout petit. La dénomination de château ne va pas très, très bien. C'est ce qui s'appelle Khusayr Amra. Vous l'avez ici, cette petite construction de Khusayr Amra, sûrement réalisée pour le futur calife Awalid II, qui régnera de 743 à 744, donc il y aura un règne très très court. Et c'était sûrement un lieu où il pouvait se retirer depuis sa capitale qui était Damas pour se retirer du monde, un peu, si vous voulez. Donc là, vous voyez cette structure-là. On va entrer à l'intérieur.
de cette structure, qui est assez petite. Là, vous voyez un désert, mais il faut imaginer tout autour de cette structure plutôt une sorte de ferme agricole, avec beaucoup de rigoles et d'eau qui étaient amenées partout, et où on pouvait cultiver, on pouvait faire des cultivations, des cultures en fait. Et là, vous voyez par exemple un puits qui a une quarantaine de mètres de profondeur, qui permettait d'irriguer tous les champs aux alentours. Mais ce qui est fascinant dans cette structure de Khasramra ou Khusayramra, c'est les peintures qui sont à l'intérieur. On dit dans le monde musulman que l'art du monde musulman est un art non figuratif, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a eu des périodes dans le monde musulman et certaines zones dans le monde musulman où la figuration était autorisée et contenue dans un certain contexte, et d'autres moments où la figuration va être interdite. Donc là, on est au tout premier temps de l'islam, parce que c'est quelques dizaines d'années après la mort du prophète Mahomet, et un futur calife va se faire construire une sorte de résidence qui va être remplie de peintures figuratives. Et je vais vous montrer quelques-unes de ces peintures. Donc les peintures ont été très très mal conservées, elles ont eu des périodes de réfection et de restauration, mais elles sont quand même assez mal conservées. Là, vous en avez... alors, tout l'ensemble est rempli de peintures figuratives, c'est ça qui est extrêmement étonnant. Parce qu'on fait une sorte de bijou de l'histoire de l'art, en fait, cet élément-là. Là, vous avez une femme qui est dans un bassin, qui est regardée par des hommes derrière. Vous avez quelque chose d'assez étonnant, c'est que vous avez une partie de chasse, mais une partie de chasse qui est dans un enclos. La mère d'Al-Walid était d'origine iranienne persane, et on pense que peut-être cette chasse dans un enclos serait une référence aux chasses des rois sassanides qui chassaient à l'intérieur d'enclos. Donc ça a peut-être un rapport avec le monde sassanide. Vous voyez un peu plus précisément cette peinture ici, cette fresque, c'est pas une peinture, c'est une fresque. Voilà, cette femme qui sort d'un bassin, la chasse représentée ici. Des femmes dans des arcatures, des femmes en train de danser. Vous voyez représenté là également. Comment dire, un ensemble de représentations de différents métiers, peut-être des métiers qui ont participé à la réalisation du château. On le voit ici, une sorte de forgeron qui est représenté, différents métiers. À nouveau, des femmes nues représentées. Il faut savoir que le futur calife Al-Walid était connu pour les plaisirs de la chair et avait une vision hédoniste du monde, donc il aimait tous les plaisirs. Et donc là, les femmes sont représentées nues, on les voit ici. Quelque chose de très étonnant aussi dans la partie qui concerne le hammam, c'est sous une forme de treillage, on voit des animaux qui sont représentés, et par exemple cette ours qui est en train de jouer une guitare, la guitare, ou un instrument qui ressemble à une guitare. Vous voyez d'autres animaux qui sont représentés ici. Quand je vous disais que la figuration est très importante, on voit par exemple dans ce treillage 3 figures humaines, un jeune homme en haut qui ressemble un peu à un berger, un homme adulte au milieu avec des sortes de grappes de raisin tout autour, et puis un vieillard plus bas. Un vieillard plus bas. Vous voyez ici représenté l'adulte avec les grappes de raisin et le vieillard un peu plus bas. Certaines personnes y ont vu une figure christique. C'est vrai que parfois on a l'impression de voir une représentation d'un Christ byzantin, mais enfin voilà, on est en contexte musulman, donc il n'y a pas de Christ représenté ici, mais on voit qu'il y a différentes cultures, que les artistes ont eux-mêmes différentes cultures. Ce ne sont peut-être pas des artistes musulmans, mais peut-être des artistes grecs byzantins,
ce sont sûrement des artistes grecs byzantins, qui ont réalisé ces peintures. Et je vais terminer avec, dans le hammam aussi, il y a une sorte de petite coupole, et on voit une représentation du zodiaque. Donc là, vous ne voyez pas très très bien, mais c'est une représentation du zodiaque qui vient de la représentation grecque de Ptolémée. Et c'est la première représentation du zodiaque sur une surface hémisphérique que l'on trouve à Husayr Amra et que l'on voit ici. Un dernier élément que l'on voit dans ce château du désert, Husayr Amra, dans lequel on pourrait passer des heures à commenter toutes les peintures qu'il y a à l'intérieur, c'est qu'il y a une représentation de 6 rois, les rois du monde, qui sont représentés ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, donc là c'est une reconstitution en fait, hein, parce que la fresque est très 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 abîmée, c'est une reconstitution. Donc les noms des rois sont indiqués, beaucoup sont effacés, il y en a 6, mais ils sont indiqués en 2 langues, en grec et en arabe. Donc c'est assez intéressant de savoir que c'est marqué dans les 2 langues. Et parmi ces rois, par exemple, il y a le terme de Khisra qui est donné, et Khisra c'est Khosro en fait, donc un roi sassanide. Il y a le Négus d'Abyssinie qui est aussi mentionné, et puis il y a Rodéric, roi des Visigoths, dans la péninsule arabique. Et au moment où Al-Walid va être nommé calife, la péninsule arabique a été prise par les musulmans. Donc cet ensemble de 6 rois montre que ce calife omeyyade voulait se faire représenter comme étant le successeur des rois connus dans le monde. Donc une sorte de légitimité par les conquêtes faites sous la dynastie omeyyade. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette Husayr Amra, mais je vais m'arrêter là. La dynastie des Omeyyades dans le monde, la dynastie des Omeyyades va s'arrêter en 750 par une sorte de révolution qui vient du nord de l'Iran pour mettre en place une nouvelle dynastie, une dynastie arabe qui va s'appeler les Abbassides. Je peux vous parler des Abbassides. Il faut savoir que les Abbassides vont régner pendant 2-3 siècles, mais après ces 2-3 siècles, aux alentours du XIe siècle, le califat abbasside va diminuer d'importance, et il va diminuer dans un premier temps sous les coups d'un nouveau peuple qui va arriver, c'est les Seldjoukides. Les Seldjoukides que vous voyez ici sur cette carte, qui arrivent au XIe siècle. Et aussi sous une nouvelle dynastie que vous voyez apparaître en vert, la dynastie des Fatimides. Les Abbassides sont sunnites, les Fatimides sont chiites. Les Fatimides sont chiites, ils se considèrent comme étant les successeurs de Fatima, comme étant, pas les successeurs de Fatima, mais comment dire, les descendants de Fatima, la fille du prophète. Et donc, ils ont une légitimité à devenir calife, et ils vont régner sur la partie égyptienne. Vous voyez d'ailleurs que la Jordanie, le territoire de Jordanie, sera intégré dans cet empire. Dans ce territoire jordanien, on va voir aussi les stigmates des croisades. Les croisades vont se faire à partir de la fin du XIe siècle. La première croisade est lancée par Urbain II à Clermont. Vous l'avez, c'est la ligne bleue qui apparaît ici. Vous avez les autres croisades successives en rouge, en jaune, en vert qui apparaissent. Ces croisades vont bien entendu déstructurer le territoire des Fatimides et vont faire apparaître les États latins sur le territoire d'Israël et de Jordanie. Et on a, lorsque l'on va visiter un site bien particulier de Jordanie, on est dans cette histoire-là, de cette histoire des croisades. Vous voyez cette autre carte où c'est le royaume Ayoubide qui est présent. Je vais vous parler des Ayyoubides tout de suite, dans quelques minutes. Ce
cette histoire des croisades, on la voit en Jordanie quand on va visiter le site de Kérak. Ce site de Kérak était le château de Renaud de Châtillon. Renaud de Châtillon, donc un des seigneurs des États latins, et qui va régner depuis ce château. Il va l'avoir en mariage, en fait, ce château, en épousant Stéphanie de Milly. Et ce château va être au cœur des croisades et aussi de la reconquête par les musulmans de ces États latins. Et bien entendu, celui qui va reconquérir les éléments et qui est une figure importante du monde musulman, c'est Saladin. Saladin qui est d'origine kurde, qui va reconquérir les territoires et qui va être à l'origine de la dynastie Ayyubide. Et Saladin va essayer de conquérir ce château-là plus précisément par 2 fois, mais il ne va pas y arriver. Il va tuer Renaud de Châtillon, il va faire assassiner Renaud de Châtillon en lui coupant la tête lors de la bataille d'Athine à la fin du XIIe siècle. Mais c'est le neveu de Saladin qui va s'emparer de ce château. Donc on visite le château. Vous avez tout un plan ici du château de Kérak. On le visite, donc on voit les différentes parties. C'est un château qui est quasiment imprenable parce qu'il est sur une falaise et sur 3 côtés, ce sont que des falaises. Donc il est surtout, la concentration est mise sur la partie qui est la plus facile d'accès, mais les 3 autres parties sont quasiment imprenables. Et on visite ce château de Kérak. Donc vous voyez, en Jordanie, on visite des sites très rares comme les premiers temps de l'islam avec la dynastie omeyyade, on visite des sites byzantins, on visite des sites des croisades. Il faut savoir que les croisades ont été un élément majeur et important dans le monde musulman, mais ce qui va déstructurer et détruire, annihiler le califat abbasside, ce ne sont pas les croisades, c'est les invasions mongoles. Les invasions mongoles depuis Gengis Khan. Cette carte est très 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 bien faite. Depuis le centre orangé, orange foncé, puis après plus clair et de plus en plus clair, ce sont les différentes étapes d'invasion de Gengis Khan dans la partie orangée et de ses descendants. Et en fait, ces descendants vont aller jusqu'à l'Euphrate, jusqu'à Bagdad. Les Mongols vont détruire le califat abbasside. Donc on considère qu'en 1250, le califat abbasside n'existe plus. Et les Mongols vont être arrêtés aux alentours de Damas, Alep. Ce que vous avez là en point, ce sont les défaites mongoles sur Damas, Homs et Alep. Donc les Mongols vont être arrêtés ici. Et donc vont pas venir ils vont venir jusqu'en Jordanie, mais ils vont être repoussés. Et c'est eux principalement qui vont déstructurer le monde musulman. Quelles sont la dynastie qui va repousser les Mongols? C'est la dynastie Mamelouk. La dynastie Mamelouk, c'est-à-dire des Turcs. Des Turcs qui vont s'émanciper du pouvoir califal et qui vont créer eux-mêmes leur propre dynastie. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre par rapport au monde arabo-musulman, c'est qu'au XIIIe siècle, le pouvoir quitte quasiment définitivement jusqu'au début du XXe siècle. Le pouvoir des musulmans n'appartient plus aux Arabes, mais elle va appartenir aux Turcs, que ce soit les Séljukides turcs d'Anatolie, que ce soit les Ottomans après ou les Mamelouks. C'est les Turcs qui vont régner sur ces territoires ici. Et vous voyez par exemple au XIIIe siècle, le sultanat mamelouk va venir sur la partie du territoire jordanien. Celle-ci, je vais
pas rester trop longtemps dessus parce que je commence déjà un peu dépassé, mais j'espère que ça vous intéresse. Je vais quand même continuer. Ce sultanat mamelouk va être en prise avec de nouveaux conquérants qui vont arriver de Samarcande, de l'Asie centrale. Ce conquérant, c'est Tamerlan. Tamerlan veut reconstituer l'empire mongol, donc il va essayer d'aller jusque tout l'empire mongol, mais les Mamelouks les repoussent. Et puis une autre dynastie, un autre pouvoir va commencer à le repousser aussi, c'est les Turcs ottomans. Les Turcs ottomans au XVe siècle, donc vous les voyez en rose ici sur la carte, bien que Constantinople ne soit pas encore tombée, les Turcs ottomans repoussent en partie Tamerlan et ses troupes. Mais si vous voulez, Tamerlan va freiner l'avancée des Ottomans. Et Constantinople, qui tombera, Tamerlan décède en 1405, donc il diminue le pouvoir des Ottomans, il affaiblit le pouvoir des Ottomans, et Constantinople ne tombera que sous les coups de Mehmed de Fatih en 1452. Mais là, vous voyez au XVe siècle comment le territoire jordanien se situe. Donc, il est plutôt sous le sultanat, sous l'égide du sultanat mamelouk, que vous voyez ici. Ce sultanat mamelouk qui va perdurer jusqu'au XVIe siècle et qui va être en confrontation avec l'Empire ottoman. Empire ottoman, vous connaissez un peu les sultans ottomans, j'imagine. Ils vont régner sur une grande partie du bassin méditerranéen. Vous voyez ici l'extension maximale de l'Empire ottoman. Donc, il va intégrer les Mamelouks, la dynastie Mamelouk. Et les Ottomans auraient le rêve, l'espoir de reconstituer l'Empire romain, en fait. Dans la titulature des Ottomans, il est indiqué aussi Kaiser, César, donc l'envie de reconstituer l'Empire byzantin, voire l'Empire romain complet. Donc, le territoire jordanien jusqu'au fin 19e siècle va être intégré dans l'Empire ottoman. Pour l'Empire ottoman, à la fin du 19e siècle, il va y avoir des sortes de révoltes qui vont se faire, dont Mehmet Ali, qui va se révolter depuis le Caire. Donc, il va imposer une sorte de dynastie locale contre les Ottomans. L'Empire ottoman va récupérer une partie de ces territoires. Et bien entendu, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire ottoman va être en proie, va être la proie, si vous voulez, de deux grandes puissances, la puissance anglaise et la puissance française. Et lors de la fin de la Première Guerre mondiale, des accords vont être passés pour se partager cet empire ottoman. Et là, je vous ai montré une carte qui montre les accords de Sykes-Picot. Monsieur Sykes est un Anglais, Monsieur Picot est un Français, et depuis Londres, ils ne viennent même pas sur le territoire de Jordanie, ni de Syrie, ils ne viennent pas sur ce territoire-là. Depuis Londres, ils vont se partager les différents territoires, une partie pour les Britanniques, une autre partie pour la France. Donc en bleu, vous avez, en bleu complet, vous avez les zones sous administration française. En rose, ce sera les zones britanniques. Et en vert, les zones internationales. Bien entendu, un des acteurs majeurs
de ces événements-là, aux alentours de 1916-1917, c'est Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie qui va participer à la reconquête des Arabes de leur territoire, par l'intermédiaire avec l'aide d'abord de Hussein de Jordanie. Alors, qui est Hussein de Jordanie? Hussein de Jordanie, c'est un shérif de la Mecque. Shérif, c'est-à-dire que dans la tradition, c'est un homme qui est descendant de la famille du prophète de Mahomet. Donc, il a une aura très, très importante. C'est un hachémite, la dynastie hachémite qui règne depuis la Mecque. Lui, c'est Hussein de la Mecque. On va même lui faire croire qu'il va pouvoir régner en Jordanie. L'un des fils d'Hussein de la Mecque, c'est Faisal. Faisal va participer à la reconquête des territoires arabes. Avec Laurence d'Arabie. Ils vont aller jusqu'à Aqaba. Là, vous avez une carte qui montre la transplantation hachémite au début du XXe siècle. Cette dynastie à qui on a fait miroiter la création de différents États. C'est surtout les Britanniques qui vont faire ça. Il faut savoir qu'une partie, une branche de la dynastie hachémite, celle de Faisal, un des fils d'Hussein, va régner en Transjordanie. Une autre branche, Abdallah, va régner. Non, je me trompe, je suis désolé. Abdallah va régner en Jordanie et Faisal va régner en Irak, puisqu'en fait, on lui accordera jamais de régner ce qu'on lui avait proposé à Faisal, c'était de régner sur la Palestine, la Syrie, et une partie de l'Irak, mais ce qui ne lui sera jamais accordé. Vous savez que dans l'histoire de cette partie du monde, les Britanniques avaient aussi promis à tout un mouvement sioniste de faire un État juif, de réaliser un État juif. Il avait déjà promis au début du XXe siècle. Et puis, en fait, les Britanniques vont se détacher de cette promesse, vont laisser leur territoire à l'ONU, et une proposition de l'ONU va se faire en 1947 pour que les Juifs aient un État. Sur la gauche, vous avez la proposition de l'ONU en 1947, la proposition d'un État juif qui apparaît en bleu ciel, et la proposition d'un État arabe qui apparaît en vert. Et Jérusalem est en rose pour créer une zone internationale. Et sur la droite, je vous ai mis une carte qui représente le vote qu'il y a eu à l'ONU. En vert, ce sont les États qui ont voté pour oui à cette répartition. En orange, ceux qui ont voté non. Et puis, les autres se sont abstenus. En jaune foncé, ce sont ceux qui se sont abstenus. Bien entendu, cette résolution ne sera jamais appliquée. Lorsque l'État juif va se constituer en 1948-49, le roi Abdallah de Jordanie va envahir ce qui s'appelle la Cisjordanie, va intégrer la Cisjordanie. Et la Cisjordanie, c'est cette partie que vous avez en vert sur la gauche de la carte. Et puis, il va y avoir de très, très forts déplacements de populations palestiniennes qui vont aller dans différents territoires. C'est la carte que vous avez sur la droite, les réfugiés arabes, qui en 1948 vont se déplacer. Et vous voyez qu'en Jordanie, il va y avoir 70 000 réfugiés à cette période-là palestiniens, ce qui faisait 10% de la population. Vous voyez donc tous ces gens qui vont être déplacés. Au niveau historique, je vais m'arrêter ici,
Mais par contre, je voudrais terminer, si vous m'accordez encore 5-10 minutes, une dernière visite d'un espace jordanien qui, pour moi, est un espace sublime à voir. C'est extrêmement beau. C'est le désert du Wadi Rum. Ce désert du Wadi Rum, que Laurence d'Arabie a parcouru plusieurs fois pour aller jusqu'à Aqaba. Donc vous le voyez ici, ce désert du Wadi Rum. Wadi, ça veut dire qu'il y avait des cours d'eau. Il y avait des cours d'eau sur des millions d'années. Il y a des millions d'années. Et ces cours d'eau ont creusé la roche et ont fait ces ensembles montagneux qui sont d'une très très grande beauté. Et l'un des éléments l'un des éléments très particuliers que l'on voit dans le Wadi Rum, ce sont ces roches qui ont été creusées par l'eau, qui sont extrêmement belles, qui changent avec les couleurs. C'est pour ça que les couleurs du soleil, c'est pour ça que je vous en montre différentes photographies. Pour moi, c'est juste vraiment merveilleux d'aller dans le Wadi Rum. Et bien entendu, ce qui se fait dans le Wadi Rum, ce qui est très 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 étonnant dans le Wadi Rum, c'est la notion de distance. On perd complètement la notion de distance. Là, vous voyez par exemple une très grande falaise avec des voitures devant vous. Mais là, par exemple, on voit des falaises, des montagnes qui nous semblent proches, mais en fait, elles sont très très loin. Et comme les espaces sont très très grands, on a une notion de distance qui est très 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 perturbée dans le Wadi Rum, et c'est ce qui est merveilleux à voir. Avec l'érosion du vent, l'érosion de l'eau, on a des architectures qui sont comme des sculptures naturelles qui sont extrêmement belles à voir. Vous en voyez quelques-unes ici, des arches créées naturellement. C'est pour ça que je vous dis que ce qui est agréable, c'est de ne pas passer qu'une matinée dans le Wadi Rum. C'est beau de voir une matinée ou une journée le Wadi Rum, mais d'y passer la nuit, c'est quand même assez exceptionnel. Des rochers de ce type. Là, vous avez ce que l'on va visiter aussi, c'est la source de Laurence. Laurence parle de cette source dans les 7 piliers de la sagesse. On y va aussi en visite. C'est une source qui permet aux bédouins, aux nomades, de pouvoir bénéficier de l'eau. Et puis aussi, on y trouve, là vous avez différents monticules rocheux qui sont extrêmement beaux à voir, et on y trouve aussi ce qui s'appelle des pétroglyphes. Les pétroglyphes, donc ce sont des gravures sur la roche, et qui sont la preuve de passage humain, bédouin ou autre, dans cette partie du territoire, dans ce désert, depuis 12 000 ans. En fait, d'accord, il y en a certains qui sont anciens de 12 000 ans de ces pétroglyphes et qui sont assez intéressants à voir. On voit ici des scènes de chasse, excusez-moi, d'autres éléments de ces pétroglyphes. Voilà, des formes humaines aussi représentées. Et bien entendu, là, vous avez un campement, sur votre gauche, vous avez un campement et puis un lever du soleil. Bon, les couleurs sont sublimes, hein. Les couleurs du Wadi Rum sont extraordinaires. Un lever du soleil sur le Wadi Rum. Voilà, ici. Et je vais terminer ma conférence avec cette vue sur le Wadi Rum, avec ces couleurs qui changent, ces couleurs ocre changeantes. Et également en vous donnant 2 conseils de lecture peut-être. Un conseil si vous êtes intéressé par l'histoire du Moyen-Orient, il y a un livre qui est extrêmement bien fait qui s'appelle « Atlas historique du Moyen-Orient » aux éditions Autrement. Moi, j'ai travaillé sur une édition qui date de 2020, mais une édition de 2023, donc très actualisée, est sortie en juin. Et puis, vous avez une sorte de Bible sur le monde nabatéen et sur Pétra, qui a été, les guides des belles lettres. Alors, c'est que du texte. Il n'y a pas de photos à l'intérieur, c'est vraiment que du texte qui explique la civilisation nabatéenne. Donc, je vais terminer ici. J'ai quand même un peu dépassé. Et si vous avez des
des questions, eh ben, je suis disponible pour répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel plaisir de revoir tous ces sites que j'ai connus il y a 15 ans. Je souhaiterais y retourner, mais quand? Vous pouvez y retourner, vous avez eu les dates des voyages qui vous ont été montrés, mais vous avez différents choix de voyages et vous pouvez toujours y retourner là, hein, c'est toujours, il n'y a pas de, il n'y a pas de refus de la part du ministère des Affaires étrangères de faire des voyages en groupe et de faire des voyages en privé en Jordanie. Je vous en prie, Paulette. Je vois. Merci, Sylvain. J'essaie de voir s'il y avait d'autres questions. Je n'ai plus de son. J'espère que vous avez retrouvé le son. Ceux qui ont quitté au moment de la conférence, vous pouvez toujours la revoir en différé puisqu'elle est filmée. Je ne vois pas d'autres questions. Premier voyage virtuel pour moi. Ben, écoutez, j'espère que ce voyage virtuel vous a plu. Alors, je vais voir tout en bas. Très intéressant, mais aussi très dense, surtout quand on ne connaissait pas du tout l'histoire de cette région. Je réécouterai en replay, c'est possible. Oui, c'est vrai que c'était dense. J'essayais de vous montrer quelque chose de global sur ce territoire-là. Et c'est un territoire qui est riche en histoire, en fait. Hein. C'est dense parce que c'est extrêmement riche en histoire. On a l'impression que la Jordanie, c'est des Nabatéens, et puis c'est tout. Mais non, c'est beaucoup de choses différentes. Le monde grec, le monde byzantin, les tout premiers temps de l'islam et cette dynastie omeyyade des tout premiers temps de l'islam est très étonnant parce qu'on le voit, ces Omeyyades, cette dynastie omeyyade, on la voit soit à Damas, donc en Syrie actuellement on ne peut pas y aller, soit en Jordanie, donc c'est assez exceptionnel. Les Omeyyades de Cordoue, c'est plus tard et on les voit en Espagne. Petra, difficulté physique. Alors, Petra, c'est très très grand, donc il faut pouvoir marcher pour aller faut être en forme physique pour bien marcher. Il y a une partie que l'on fait où c'est plutôt sur du plat et où ça monte un peu. Et puis le deuxième jour, on fait des ascensions en montagne. Alors, moi, je suis pas un grand, je fais pas d'escalade, hein, donc je suis à un niveau sportif moyen. Donc on va grimper en montagne, donc il faut être en bonne condition physique. Mais pour ceux qui ne veulent pas le faire, il y a toujours la possibilité le deuxième jour de rester dans le centre de Petra. Dans le centre de Petra, où vous avez le grand temple, où vous avez le grand temple, tout ça, il y a des restaurants et des cafés. Donc, normalement, dans notre séjour, le deuxième jour, on va dans ce qui s'appelle les hauts lieux du culte, ce dont je ne vous ai pas parlé, et on peut, si les personnes se sentent trop fatiguées par rapport au premier jour, il y a tout de suite, tout le temps la possibilité le deuxième jour, plutôt que d'effectuer ces marches qui sont quand même en hauteur, de rester dans le centre de Petra et de nous attendre. Voilà pour la difficulté physique. J'espère que j'ai répondu à votre réponse. Angèle Ricom. Eh bien, écoutez, je vais attendre quelques informations sur l'économie jordanienne. Oui, alors c'est vrai que l'économie jordanienne, il y a une économie, il y a des industries en Jordanie. Je crois qu'il y a des industries sur le potassium, sur des minéraux. C'est une économie qui vit surtout du tourisme, en fait. Hein. Il y a beaucoup le tourisme, voilà. Et puis, en fait, je fais une conférence sur l'économie jordanienne en association avec notre guide local lors des voyages, mais là, je ne l'ai plus en tête, donc je ne l'ai pas préparé, mais c'est des réponses que vous pourrez avoir lors du voyage, par exemple, sur l'économie jordanienne. Mais il faut savoir que comme c'est une sorte de... la Jordanie est un lieu où
comment dire, les citoyens arabes des autres pays aiment bien venir pour pouvoir faire du business. Donc il y a beaucoup de business. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là sur l'économie jordanienne. De mémoire, pour les parties hautes, il y a surtout beaucoup de marches. Oui, effectivement, dans les parties hautes, on crapahute en marche, en fait. Enfin, on marche dans les parties hautes. Voilà. Mais faut avoir, il faut pas avoir, enfin, faut avoir de bonnes conditions physiques sans que ce soit inabordable, en fait, ces parties hautes. Et puis, de toute manière, la visite de Petra se fait en 2 temps. La partie qui est plane, même si on monte et on descend un peu la première journée, et le lendemain, on fait ce qui est les parties hautes. Voilà. Je vois que quelqu'un est en train de taper. Il y a aussi des visites de musées. Alors, on fait aussi des visites de musées. On fait, dans mon souvenir, on fait la visite du musée de Jordanie à Amman, où on voit différentes choses. Hein. On voit, c'est une sorte de musée archéologique où on voit toute l'histoire de la Jordanie depuis le 10e millénaire avant notre ère. Dans les visites de musées, principalement, c'est le musée de Jordanie. Après, c'est des visites sur site. Bien, écoutez, je pense que là, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais vous laisser. J'espère que ça vous a fait rêver ou donné envie de voyager. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être pour une autre conférence et également ou pour d'autres voyages. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper encore. Non, plus rien. Eh bien, je vous dis au revoir. Au revoir. Et merci à vous d'être resté jusqu'à la fin.